Madame Chantal Renaud devait être avec nous pour ce dîner, mais certains savent peut-être qu'elle a perdu sa maman récemment. Donc, de la part du RPS, nous lui souhaitons toutes nos plus sincères condoléances. Notre prochaine invitée est une femme débordante d'énergie, native de Longueuil. Elle a une formation en génie mécanique, possède un MBA de l'École des hautes études commerciales. Vous voyez de qui je veux parler. Sa feuille de route est impressionnante. Après avoir été députée et ministre dans le gouvernement marois, elle devient la première femme chef du Bloc québécois. Mesdames et messieurs, accueillons Madame Martine Ouellette. Merci, Marianne. Permettez-moi de saluer Benoît Roy. Sans lui, nous ne serions pas tous ici aujourd'hui, rassemblés. Je pense que c'est important. Merci. Permettez-moi aussi de saluer Gilles Proulx, Simon-Pierre Savard-Tremblay, Mathieu Bock-Côté, Maxime Laporte, les élus et les anciens élus qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Une journée en hommage à Bernard Landry. J'ai connu Bernard Landry en 88. On a eu l'occasion de militer ensemble au Parti québécois. Il était alors, les instances ont changé depuis ce temps-là, mais ce qu'on appelait vice-président. Donc, il y avait Jacques Parizeau qui était président et Bernard Landry qui était vice-président. Le vice-président, à l'époque, était président de l'Exécutif national. Et donc, c'est là que j'ai connu Bernard Landry. Et chacun, vous avez vu tous les hommages dans les dernières semaines à M. Landry, mais moi, je vais faire mes hommages personnels. Donc, M. Landry, je vais vous rappeler 3 de ses réalisations. Il y en aurait plusieurs autres à nommer, mais je vais en rappeler 3. Parce que vous savez, quand j'ai commencé au Parti québécois, j'ai travaillé beaucoup les dossiers d'environnement. Et on a réussi à sensibiliser Jacques Parizeau et à sensibiliser Bernard Landry. Et je voudrais vraiment saluer les décisions qu'il a prises comme premier ministre du Québec lorsqu'il a décidé d'arrêter les mini-barrages privés, lorsqu'il a mis en place la politique nationale de l'eau, la première politique alors sur l'eau au Québec, alors qu'au Québec, on est une des places au monde qui a le plus d'eau par personne. Et la dernière réalisation qui nous ramène à aujourd'hui, quand il a décidé de changer la journée de $ de la Reine, il y avait pour la journée des Patriotes. Vous savez, on fête aussi aujourd'hui la 180e anniversaire des Patriotes. Et cette décision-là de M. Landry, c'est symbolique, mais les symboles, c'est important. Et ça fait une grosse différence. Et il a fallu attendre jusqu'en 2002 pour le faire. Et donc, moi, je veux vraiment saluer cette volonté-là. Et vous l'avez vu, il nous a accompagnés ensuite à chacune des rencontres parce qu'il croyait, il parlait toujours de sa patrie, hein, vous vous rappelez, sa patrie. Et cette patrie-là, c'est une patrie qu'on porte tous dans notre cœur. Mais là, il va falloir travailler pour la porter plus que dans notre cœur parce que cette patrie-là n'existe pas encore juridiquement. Et ça, c'est le travail qu'on a à faire pour qu'elle existe, pour que ce pays-là existe. Parce que malheureusement, puis je sais qu'on ne l'aime pas, ce mot-là, on en discutait tantôt avec M. Proulx, le mot « province », on est encore rien qu'une province. Des fois, il y a des gens qui ont l'impression qu'on est déjà un pays. Ce serait le fun, mais ce n'est pas vrai. On ne parle pas aux Nations unies, on n'est pas invité dans les forums internationaux. On se fait imposer des décisions par le Canada qui utilise notre argent pour acheter, par exemple, un pipeline dans l'Ouest. On va payer pour ça. Les patriotes qui sont battus pour l'indépendance du Québec, dont plusieurs l'ont payé de leur vie. Vous vous rappelez?
Reconnaissance de la nation, parce que la nation québécoise n'est pas reconnue encore juridiquement. Hein? Une espèce de simili de n'importe quoi de Stephen Harper, là. Mais une nation, c'est une nationalité, c'est un pays. Ce sont des Nations unies. Hein, aux Nations unies, ce sont des pays. La liberté politique, l'établissement d'un gouvernement démocratique, bien, 180 ans plus tard, on se bat encore pour ça. Et quand les gens nous demandent combien de temps on va se battre encore pour ça, le temps que ça va prendre, c'est pas compliqué. Il n'y en a pas de limite à la volonté d'un peuple de faire son indépendance. Il y a des peuples, ça va plus vite. Il y a des peuples, ça prend un peu plus de temps. Nous, ça nous prendra le temps que ça nous prendra. Mais il va falloir qu'on se décide à un moment donné. Là, ça fait presque 2 mois, là, les dernières élections du 1er octobre. On se dit tout le temps, il faut tirer des leçons. J'espère que cette fois-ci, on va en tirer des leçons parce que ce qui est arrivé au 1er octobre 2018, c'était déjà annoncé. En 2012, quand le Parti québécois a gagné, mais seulement que minoritaire, c'était une lumière jaune. Minoritaire alors de la corruption, la collusion, alors qu'il y avait eu le printemps étudiant, et le Parti québécois est rentré seulement que minoritaire. 2014, misère. Une lumière rouge. Une lumière rouge. Une baisse du taux de participation. Moi, chez nous, là, j'ai perdu 3000 voix de majorité. 3000, c'est beaucoup, là. J'ai gagné par 176 votes en 2014. Ils sont allés où, ces votes-là? Moi, je suis dans le 4-5-0. On aurait pu penser à CAQ. Non. QS? Non. Ils sont allés où? Ils sont restés chez eux. Donc, on avait déjà une lumière rouge en 2014. Pourquoi ils sont restés chez eux? Parce que l'indépendance n'était pas à l'ordre du jour. Pauline, elle l'avait dit. On ne fera pas de référendum tant que les Québécois ne seront pas prêts. Les gens ont compris qu'il n'y en aurait pas. Ils avaient bien compris. Et là, 2018, on prend exactement la même tendance, mais pire. Donc là, je ne sais pas c'est quoi après la lumière rouge, là. C'est le mur, hein, je ne sais pas. Donc, on n'a pas pris la leçon en 2012, on ne l'a pas pris en 2014. J'espère qu'on va la prendre en 2018. Et je pense qu'il va falloir changer de paradigme, il va falloir changer de culture un petit peu. Moi, j'arrive pas à comprendre, j'ai beau essayer, là, j'arrive pas à comprendre comment on peut croire que c'est en parlant pas d'indépendance qu'on va faire avancer l'indépendance. N'importe qui a fait un cours de communication, de marketing, nous, comme consommateurs, on le voit partout dans les annonces, hein? Quand ils veulent vendre des produits, quand ils veulent vendre des idées, ils les répètent à satiété tellement des fois qu'on est tanné des entendre. Mais ça marche. Inquiétez-vous pas que les canadianistes le savent, ça. Eux autres, les cours de marketing, ils les appliquent. Nous autres, dans le mouvement indépendantiste, oh, il ne faut pas en parler, puis ça va faire son chemin tout seul. Ben voyons donc! C'est pas vrai, ça. Va falloir aussi arrêter de croire que l'indépendance nous fait perdre des votes. Dans le mouvement indépendantiste, là, on s'est répété ça. Il ne faut pas trop parler d'indépendance parce que ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir. Fait qu'on va mettre l'indépendance en sourdine pendant un bout pour se permettre de prendre le pouvoir. Et c'est de l'ordre d'une croyance. Ça s'appuie sur rien pantoute. Et moi, je peux même vous donner des faits qui vont à l'encontre de ça. Les 2 seules fois où le Parti québécois a renversé le gouvernement libéral, à part 2012, il était juste minoritaire. Les 2 seules autres fois, c'était en 1976, et le Parti québécois promettait de faire un référendum dans le mandat. Et la 2e fois, c'était en 1994, et Jacques Parizeau promettait de faire un référendum dans les 6 mois après son élection.
comment, après ça, on peut croire qu'il ne faut pas parler d'indépendance, il faut tasser l'indépendance pour gagner le pouvoir? C'est le contraire. C'est le contraire. Imaginez-vous, vous autres, un chef du Parti vert qui vous dirait « Moi, je vais me présenter, là, puis si je suis élu comme gouvernement, là, je ne vais rien faire pour l'environnement. Mon parti va continuer d'en parler, là, ça c'est correct. Mais moi, comme gouvernement, avec les moyens de l'État, je ne vais rien faire pour l'environnement. Est-ce que vous voteriez pour le Parti vert? Jamais de la vie. Comment un parti indépendantiste peut-il se présenter pour dire « Je ne vais rien faire pendant 4 ans pour l'indépendance » alors que c'est sa raison d'être? Et là, ça crée une dissonance cognitive, c'est certain. Et là, si ce n'est plus l'indépendance qui est la raison d'être, bien là, ça devient quoi? Hein? Ça devient la gauche, ça devient la droite. Et là, les indépendantistes se dispersent dans différents partis. Pourquoi? Parce que l'indépendance n'est pas à l'ordre du jour. C'est pas compliqué. Et moi, je suis convaincue que le jour où il y aura un parti qui va se présenter, qui sera élu en disant « l'indépendance est à l'ordre du jour », ça va se passer dans le prochain mandat, les indépendantistes vont se rallier. Mais tant que ça, c'est pas arrivé, il faut aussi arrêter de croire que perdre des référendums, ça nous fait mal. C'est vrai que ça nous fait mal, mais ce n'est pas tant perdre le référendum qui nous fait mal. C'est comment on agit comme perdant. Quand les gens disent « c'est à cause qu'on a perdu le référendum en 80 qu'il y a eu le rapatriement de la Constitution ». Non, c'est parce qu'après, en 81, René Lévesque a dit « je ne ferai pas de référendum dans le prochain mandat, c'est clair ». Il s'est donc coupé tout rapport de force avec le gouvernement canadien, ce qui a laissé la place à Pierre-Éliott Trudeau à faire un rapatriement de la Constitution avec des couteaux dans le dos. S'il y avait eu la menace du référendum possible, puis s'il avait pu le faire, le référendum René Lévesque, après 82, ça aurait été peut-être complètement différent, notre histoire. Moi, je pense que c'est pas le fait qu'on n'ait pas gagné le référendum, c'est comment on a agi. En 94, la même chose. Quand, après avoir atteint, en fait, on l'avait gagné, là, ils ont triché, mais on avait gagné, on s'est ratatiné sur nous-mêmes en disant qu'il faut faire le déficit zéro. Je veux bien, moi, mettre de l'ordre dans nos finances publiques, mais vous savez, il n'y a pas de fin à ça. Hein? Regardez vos finances personnelles. Il n'y a pas de fin à améliorer nos finances personnelles. Fait que s'il faut avoir des finances publiques extraordinaires avant d'être indépendant, pensez-vous que tous les pays ont des finances extraordinaires? Ben non. Moi, je pense que le Québec aurait été bien mieux placé que la Grèce, par exemple. Hein? Donc, puis la Grèce est un pays. Il n'y a pas de raison de vouloir se ratatiner comme ça en disant, bien, on va faire le ménage des finances publiques avant de faire l'indépendance. Et donc, c'est cette attitude-là qui a permis la loi sur la clarté. Et je veux souligner la contribution de Maxime Laporte à la défense de la loi 99. Mais il y a quand même une bonne nouvelle du 1er octobre. Encore là, il faut arrêter de croire que les jeunes ne s'intéressent pas à l'indépendance. Il y a 48 % des jeunes qui ont voté pour un parti indépendantiste. Fait que là, que j'en entende plus un qui disent que les jeunes ne sont pas intéressés par l'indépendance, c'est à nous autres à leur en parler. Et les jeunes, ils n'ont pas peur, ils ont le goût d'aller de l'avant. Et nous, c'est dans cette attitude-là qu'avec un groupe, on a mis en place le mouvement MQI. Un mouvement MQI, pourquoi? Mouvement Québec indépendant, pour des indépendantistes assumés, transpartisans, transparlementaires, de bonne humeur. Et la bonne humeur, c'est important. Je dois vous avouer que j'en ai soupé de la mauvaise humeur. Pour moi, je veux que ce soit en arrière de moi. Et maintenant, faire les choses dans la bonne humeur. Et il faut qu'on puisse démontrer à la population c'est quoi les avantages de l'indépendance. Et c'est pas en n'en parlant pas. Et on veut produire un magazine. Oui, je le veux.
Donc, c'est quand j'ai sorti cette revue-là que ça m'a donné l'inspiration. Il y en a à l'avant, puis il y a des distributions qui sont faites sur les tables aussi. Donc, ceux qui veulent en prendre, il y en a. Mais un magazine, oui, je le veux. Pourquoi? Parce que depuis plus de 20 ans, on ne parle pas d'indépendance. C'est pas une blague, là. Je pense qu'on a une responsabilité comme mouvement indépendantiste. On ne parle pas d'indépendance, mais il faut qu'on démontre qu'est-ce qu'on va gagner à faire l'indépendance. Pourquoi les Québécois voudraient l'indépendance si ça leur amène rien d'avantageux? Les fédéralistes, les canadianistes leur disent que ça va être mauvais pour eux, hein, que ça va nous faire mal. Si c'était même juste neutre, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait des avantages. Puis il y en a plein d'avantages et on a des exemples à tous les jours. Je ne ferai pas le tour de tous les exemples, mais je vous en nomme juste quelques-uns. Dernièrement, Doug Ford. Hein, vous avez vu, là, les coupures pour les francophones en Ontario, puis qui comparait ça, la communauté francophone, à la communauté chinoise. Bien, c'est quoi ça? C'est le résultat du multiculturalisme de Pierre-Éliott Trudeau. C'est bien clair. Et la seule façon de ne plus avoir ce multiculturalisme-là qui est divisif, qui forme des ghettos, c'est de sortir du Canada. La question du gazoduc. Vous n'avez pas encore entendu beaucoup parler, là, mais le grand gazoduc de 700 km qu'ils veulent faire entre l'Abitibi et le Saguenay pour du gaz de schiste. Hein? Ils veulent transporter du gaz de schiste. C'est pas de l'énergie de transition, ça, c'est plus polluant que le charbon, c'est plus polluant que le pétrole. Bien, c'est pourquoi? C'est pour sortir le gaz de schiste de l'Alberta. C'est encore pour le Canada. Le cannabis, la légalisation du cannabis, pourquoi ils ont fait ça? Bien, quand le Canada se garde les permis de producteurs, hein, c'est pour des petits retours d'ascenseur auprès des amis du Parti libéral du Canada. Donc, ça, c'est le cannabis. Dossier de l'immigration, tellement important, le dossier de l'immigration. On voit à quel point le Canada ne fait pas son travail. On voit à quel point les gens qui arrivent sont mal accueillis. Et là, bien, vous imaginez les gens qui arrivent accueillis par le Canada, puis le Québec ne les accueille pas. Fait que vous pouvez comprendre, des fois, c'est quoi les allégeances. Ça fait tellement une grosse différence. Imaginez comment on pourrait accueillir les immigrants. Quand on sera un pays, on va pouvoir les accueillir, on va pouvoir offrir des cours de français bien mieux en récupérant notre 50 milliards. C'est toute la différence. Les sièges sociaux, on en parlait, M. Roy. Bien, saviez-vous, moi, c'est Xavier Barcelou-Duval qui m'a appris ça, saviez-vous qu'il y a une loi au niveau du Canada et que le ministre du Développement économique du Canada peut empêcher l'exode d'un siège social? Mais ça, c'est un pouvoir d'un pays. Et donc, au Québec, on n'est rien qu'une province. Et ils l'ont utilisé, ce pouvoir-là, pour Power Corp, pour Potash Corp. Ouais, c'est Power Corp, c'est pas loin, mais Potash Corp. Mais est-ce qu'ils l'ont utilisé pour ONA? Jamais. Fait qu'ils l'utilisent pour protéger le Canada, mais jamais pour protéger le Québec. On fait toujours les frais des décisions du Canada. Fait que c'est le temps qu'on se décide et une revue pour prendre chacun de ces dossiers d'actualité-là, justement, pour pouvoir donner les dessous de ce qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels, parce qu'ils n'osent pas aller jusque-là. Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir un outil pour créer, justement, des débats, pour diffuser et pour se donner des informations. Parce que je pense qu'il faut reprendre le bâton du pèlerin. Il faut le reprendre, puis là, on part de loin. Mais ce n'est pas parce qu'on part de loin qu'on n'arrivera pas vite. Et moi, je vous encourage à être contagieux. Être contagieux dans votre bonne humeur, être contagieux dans votre fierté d'être indépendantiste. Parce que ce n'est pas quand on est gêné de qui on est, de notre option, qu'on va être capable de convaincre. Ça n'arrivera pas. Et je pense qu'on a de quoi être fiers de toute l'histoire, de tout ce qui a été fait avant nous et de tout ce qu'on va encore pouvoir réussir à accomplir. On est un peuple intelligent. On est un peuple capable. On est un peuple audacieux. On est un peuple qui sait réussir des choses. Et on saura réussir l'indépendance le jour où on se décidera. Moi, je vous le dis, on a tout pour réussir. On a tout pour devenir le 194e pays à l'ONU. Là, on va se partager un petit peu la compétition avec la Catalogne, mais le 194e, 195e pays à l'ONU, on a tout ce qu'il faut. On est suffisamment riche. On a, écoutez, en termes de richesse, là, on est proche de l'Angleterre, de la France. Si eux autres sont capables d'être indépendants, on est capables, nous aussi. Donc, on a tout ce qu'il faut. Il faut juste aller rapatrier toutes nos lois,
tous nos impôts et toute la signature de notre traité. Et vous savez, le Québec se développera bien mieux à ce moment-là. Merci. Merci, merci, Madame Ouellette. Nous voulons signaler aussi la présence de deux personnes, Monsieur Michel Emery et Marius Minier. Je l'ai mentionné tantôt, Monsieur Minier, ancien président de la section Louriel de la SSJB, qui est avec nous. Merci. Oui. Et M. Abdelila Raïs, peintre, ayant exposé une immense toile à la SSJB le 19 novembre dernier. Merci. Oui. Vous voulez faire une dernière annonce concernant le tirage? OK. Donc, monsieur ici va passer pour vendre les billets. Je ne me souviens plus des prix, 3, 5 et... Allez-y donc. Ça va être plus simple. Bonjour tout le monde! Est-ce que ça va bien? OK, non, on recommence ça, je pense que vous dormiez. Est-ce que ça va bien? OK, parfait. Donc, on fait un tirage, 2 photos de Bernard Landry, une ceinture fléchée. Ah, OK, on a augmenté la donne, donc 4 photos, une ceinture fléchée, un billet, 2 $, 3 billets, 5 15 billets pour 10. On appelait ça un bras, là, pour ceux qui connaissent mon expression. Alors, je vous suggère que l'union fait la force. Mettez-vous avec votre voisin ou votre voisine. Mettez 5 piastres chaque. Vous allez avoir 15 billets au lieu de 3. Merci. Merci, merci. Alors, nous poursuivons. Un grand patriote nous a quittés. Récemment, vous savez de qui je parle. Il laisse un vide immense, irremplaçable. C'était un vrai patriote, un militant des causes patriotiques et indépendantistes. C'était aussi mon ami. L'art, c'était très important pour lui. Il était, je pense qu'il m'a vu dans toutes mes pièces de théâtre que j'ai vues depuis 20 ans. Il était de tous les événements que j'organisais avec Jamila. Il était même là pour la soirée hommage à Charlie Hebdo, pendant qu'il y avait toute la GRC qui était dehors, puis qu'on pouvait tous se faire exploser. La soirée, quand on a fait le moulin à parole, je l'ai réveillé à 3 heures du matin pour venir prendre part et participer pendant 24 heures de temps. Il était partout. Il était pendant des lancements de livres de mon mari Biz. Il était les arts. On parle beaucoup de lui au niveau patriotique, mais les arts pour lui, c'était important. Alors, c'était ma petite bulle personnelle. Et ces fameux dîners au restaurant italien, là, c'était toujours très intéressant. Et une dernière chose, il aimait tout le monde et il faisait sentir à chacun de nous, ses amis et tous les gens, comme s'ils étaient aussi importants l'un que l'autre. Comme un père de famille, moi j'ai un père qui a 93 ans et qui a 7 enfants et chaque enfant est aussi important l'un que l'autre. Et il a fait ça avec tout le monde, M. Landry. Alors, bravo à lui. Le Rassemblement pour un pays souverain a décidé, évidemment, de lui rendre hommage à sa manière, sobrement, mais dans le respect de l'homme. Pour commencer cet hommage, j'inviterai mon amie, Mme Jamila Benhabib, une amie de Bernard Landry, à venir vous adresser quelques mots. Bon, bah alors si j'ai des bravos alors que j'ai pas parlé, je vais pas parler. Très chers amis, je suis immensément heureuse d'être ici avec vous pour plusieurs raisons. D'abord, évidemment, pour honorer la mémoire d'un homme exceptionnel, d'un visionnaire, qui est celle de
Bernard Landry, mais aussi de plusieurs autres patriotes qui sont partis, qui nous ont quittés et qui vont demeurer à jamais dans nos cœurs, dans nos mémoires, dans nos combats collectifs. Monsieur le maire, bonjour, chers députés, chers dignitaires, cher Mathieu, félicitations pour ton livre, pour ton prix, pardon, bien mérité, parce que tu es une figure importante de notre paysage politique, médiatique et culturel. Je suis émue aujourd'hui de parler de Monsieur Landry et je crains ne pas pouvoir le faire parce que l'émotion est encore vive et trop grande, trop importante. Je pourrais vous parler par contre de sa pensée de visionnaire. À mon sens, il y a 3 éléments essentiels qui constituent sa pensée. D'abord, M. Landry, certes, était un économiste, mais c'est un homme qui a su articuler la sphère économique avec la sphère identitaire. Et en ce sens, c'est un homme exceptionnel. Pour lui, la sphère économique n'était pas prioritaire à la sphère identitaire. Il fallait les mener de front les deux. C'est en menant de front le combat pour l'indépendance à travers, évidemment, le nationalisme économique, mais aussi la question de la mémoire, la question de l'histoire, la question de la langue, bref, tout ce qui fait l'âme d'un peuple, tout ce qui donne sens à notre combat collectif. Peu d'hommes savent sortir de leur zone de confort, de leur zone d'expertise, pour essayer donc d'articuler plusieurs domaines. Et lui savait aussi articuler le champ national et le champ international. En ce sens, il projetait le Québec dans le monde. C'est ce que je vais retenir de lui essentiellement. La deuxième chose qui habitait M. Landry, c'était la volonté de transmettre. Il était constamment avec nous, il était constamment parmi nous. Certainement parce qu'il craignait les appareils. La lutte des places n'était pas son domaine de prédilection. Il préférait rester avec nous, avec les militants. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il était constamment présent à de nombreuses cérémonies, à de nombreuses réceptions, à de nombreuses conférences, colloques, bref. Il n'a jamais oublié le sens du combat, celui d'un simple militant. Et ceci m'amène à la 3e sphère de M. Bernard Landry, c'est-à-dire la pédagogie de l'indépendance. Il fallait parler, il fallait transmettre, il fallait convaincre, il fallait rencontrer le monde. Et M. Landry le faisait si brillamment. Donc c'est pour ça qu'il était constamment parmi nous, à vouloir nous convaincre, à vouloir propager le mieux qu'il pouvait cet idéal que nous portons chacun dans nos cœurs et dans nos esprits. Évidemment, ses grands talents d'orateur, sa culture, son expérience, son héritage européen, français en particulier, faisaient de lui aussi une figure éprise de culture et d'histoire. Alors pour conclure, j'ai envie tout simplement de vous inviter, chères militantes, chers militants, à continuer le combat de cet homme, de ce grand homme qui nous a tant inspirés. Je garderai en mémoire le souvenir d'une petite rencontre exceptionnelle à Paris. Nous étions ensemble avec Mathieu et j'organisais un événement
autour du multiculturalisme pour expliquer à nos amis français que les accommodements raisonnables ne sont pas une solution, que les accommodements raisonnables sont en partie un poison qui fragmente la société, qui fragmente la nation. Et donc lui venait à peine de quitter Lyon, il participait à une conférence, il participait à une soutenance de thèse, celle de son étudiant, de François Payette, et il est venu, aussitôt arrivé à Paris, qu'il était avec nous, plongé donc dans cette salle bondée, où il y avait quelques députés, où il y avait des gens de la société civile extrêmement intéressés. Et tous ont été épris par l'accessibilité de l'homme, par la simplicité de l'homme, par l'immense envie de transmettre la fierté du Québec. Alors continuons d'être fiers de ce que nous sommes, c'est-à-dire des casse-pieds, c'est ça, Monsieur Proulx ? Parce que, en somme, c'est toujours mieux que d'être des pleutres et que d'être des faiblards. Merci, Madame Benhabib. Avant de poursuivre, j'ai un message à vous faire de la part d'une personne présente avec nous. Il s'agit de Diane Blain. Elle subit en ce moment un procès du gouvernement canadien pour avoir interpellé Justin Trudeau. Alors, puisqu'un procès c'est coûteux, et si certains d'entre vous désirent de l'aider, elle en serait reconnaissante. Est-ce qu'elle peut se lever? C'est la dame ici. Une autre personne a côtoyé M. Landry et a travaillé avec lui. J'inviterai le président de la SJB, Maître Maxime Laporte, aussi mon ami. Alors, chers amis, très chers amis, petit avant-propos d'abord sur ce qui s'est passé à Chambly. Vous savez, il doit y avoir forcément un prix à payer pour commettre l'odieux d'effacer des pans de notre histoire. Il doit y avoir un prix à payer pour s'attaquer à nos plus précieux dénominateurs communs. Alors, ce petit choyen autocrate, ce petit roitelet de Chambly, ce petit tyran, qu'il démissionne immédiatement. Deuxième avant-propos, cette fois sur ce qui se passe en Ontario, comme dirait Yves Saint-Denis. Alors, bien sûr qu'il faut être parfaitement solidaire de nos frères et sœurs franco-ontariens. Cela va de soi, et dans le cas de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, de tout temps, elle l'a été solidaire. Mais jusqu'à un certain point, je crois que la solidarité est peut-être ailleurs. Puisque moi, je n'aime pas chanter le blues du minoritaire, vous savez. On a une condition commune avec les franco-ontariens et les Acadiens. On pense ici que nous sommes majoritaires au Québec, mais nous restons, évidemment, une minorité. Ce blues du minoritaire, j'aimerais un jour qu'on cesse de se le jouer et qu'on cesse de penser qu'au Canada, on peut être chez nous, et pire encore, qu'au Canada, on peut être maître chez nous. Le Canada, c'est un pays anglais. C'est tout. Alors, pour avoir notre chez nous, il nous faut un État. Notre État français, nous l'aurons. Et quand je parle de solidarité aussi, et je sais que dans la salle, il y a des gens qui sont nés en Ontario. Laurent, peut-être vous pouvez lever votre main. Je sais que vous êtes là, ben oui. Nouveau-Brunswick, on a des Acadiens. Alors, ben oui.
Vous êtes solidaires. Et nous sommes solidaires, bien sûr, de vos origines et de la famille que vous avez là-bas. Et je vous demande, encore une fois, d'aller voir vos amis qui sont encore là-bas, d'aller revoir votre famille et justement de parler de cette solidarité nécessaire qui n'est autre que notre volonté commune d'avoir un État en Amérique du Nord, puisque c'est la seule solution pour garantir, je dis bien garantir l'avenir et la pérennité et le statut du français et de la civilisation qui vient avec. Alors, les peuples diasporiques d'ordinaire, soit les Kurdes, le peuple d'Israël, militent légitimement pour un État. Je pense que nous devons nous en inspirer. C'est le combat historique que nous menons depuis si longtemps. Il ne faut pas le perdre de vue. Cela étant dit, on m'a demandé de livrer un témoignage plus institutionnel sur, évidemment, notre cher ami, notre mentor, notre frère Bernard Landry, qui nous a quittés. Bon, il faut que je fasse attention. Ça m'a énormément touché. J'étais assez proche de lui, d'autant plus que M. Landry était notre président d'honneur à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, cela depuis 2016. M. Landry fut le 7e premier ministre historiquement à siéger au Conseil général de la Société. Et je pense qu'il était conscient, il l'adorait, il l'aimait, il admirait cette institution historique. Il souhaitait, avec nous, concourir, en fait, à renouer avec cette tradition de notoriété. Il était de tous les événements et aussi cette relation si particulière, si intime qu'il entretenait avec notre société nationale. Elle ne date pas d'hier, puisque dès les années 60, le jeune Bernard Landry participait aux campagnes de souscription populaire du prêt d'honneur. Prêt d'honneur pour encourager l'accès des jeunes Québécois à l'éducation supérieure. C'est un peu l'ancêtre du système de prêts et bourses actuel. Et bien sûr, il est le père de cette belle journée nationale des Patriotes que nous avions revendiquée depuis si longtemps. Il a appuyé l'idée, une fois par année, de commémorer et de rendre hommage à nos anciens combattants québécois dans le cadre de notre cérémonie québécoise de l'armistice que nous tenons le 11 novembre de chaque année en collaboration avec l'Assemblée nationale. Son apport, bref, à nos causes, à nos combats est inestimable. Et bien sûr, je dirais que je m'adresse à lui parce que, comme dirait Simon-Pierre, il est encore des nôtres, ça je le sais, je le sens. Alors, Monsieur le Premier ministre, votre dignité, votre humanisme, votre patriotisme vont tant nous manquer. Soyez assurés que jamais, jamais rien ne nous arrêtera dans notre nécessaire marche à l'indépendance, qui n'est autre qu'une marche à l'amour, je cite Gaston Miron, puisqu'il affectionnait tant. Le jour où, comme vous le disiez si bien, notamment en ces lieux, chaque année, notre beau drapeau, fleur d'Elysée, flottera au bord de l'East River, c'est-à-dire à l'entrée des Nations Unies à New York, eh bien, ce jour-là, toute la nation versera en votre mémoire, cette fois, des larmes de joie absolue. Je passe à présent à l'autre raison pour laquelle on m'a invité à monter sur cette tribune, c'est-à-dire pour vous présenter en primeur, chers amis, 2 de nos 3 porteurs du titre Patriote de l'année. Alors, nous sommes, cette année, nous avons décidé de nommer non pas une personne, mais 3 personnes pour porter ce titre de Patriote de l'année. Ces personnes sont respectivement Maître Éric Poirier, Maître François Côté et le professeur Guillaume Rousseau. Pouvez-vous levons-nous pour les acclamer. Déjà, on va les... Alors, nos 2 patriotes
vont vous adresser la parole plus tard au courant de la cérémonie de l'événement aujourd'hui. Et je dois dire un peu les raisons qui ont amené le Conseil général à arrêter son choix de manière unanime sur ces trois grands individus, 3 grands patriotes, 3 grands Québécois. Ils sont ensemble avec Nicolas Proulx, les auteurs d'un livre, d'un ouvrage d'une utilité extraordinaire qui est brandi ici, qui s'appelle « Le droit linguistique au Québec », déjà cité par les tribunaux. Vous savez, nos amis sont des juristes de grand talent et déjà leur ouvrage est cité par les tribunaux. Et cet ouvrage, sans précédent, recense et fait la synthèse de toute l'évolution de la loi 101. Et on en avait grand besoin de ce travail-là, alors qu'on ait des universitaires qui travaillent si fort et si passionnément et si admirablement pour approfondir notre connaissance, bien sûr, du droit linguistique. C'est fondamental, surtout en ces temps où notre langue est attaquée. Mais aussi, il y a des raisons d'honorer ces gens, des raisons liées à leurs accomplissements individuels. On sait que Guillaume Rousseau, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Sherbrooke, un grand militant, il a multiplié les publications. Et aussi, il s'est présenté, par exemple, aux dernières élections pour le Parti québécois dans Sherbrooke. Quant à Maître Côté, on se souviendra que cette année, en 2018, c'est lui qui a mené la charge contre le barreau du Québec et victorieusement. Wouh! Le barreau, notre ordre professionnel qui nous coûte si cher par année et qui, pis encore, souhaitait faire invalider, imaginez-vous donc, toutes les lois du Québec. Ça me sort du fond de la gorge. Toutes les lois du Québec sous prétexte que leur processus d'adoption à l'Assemblée nationale ne serait pas suffisamment bilingue aux yeux, en fait, au regard de l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867. Ça, c'est fort. Alors, il a fallu se mobiliser, faire une assemblée spéciale, imposer au barreau une assemblée spéciale du barreau, et nous avons gagné. Alors, ceux qui me connaissent savent que moi, je suis un partisan de l'action, au-delà du blabla, c'était bien important, la parole avec un P majuscule, mais l'action. Et obtenir des victoires, c'est extrêmement précieux pour notre mouvement. Sur ce, je vais céder la parole au prochain intervenant. Merci beaucoup. Merci, Maxime. Alors, on va revenir à l'hommage de M. Landry. Cette fois, j'invite le président du MNQ, M. Étienne-Alexis Boucher, à venir vous livrer son témoignage. Merci. Merci beaucoup, Mme Alpin. Alors, M. Roy, président du Rassemblement pour un pays souverain, organisme responsable de cet événement qui nous réunit tous et toutes aujourd'hui. Mesdames et messieurs les dignitaires, chers patriotes et amis, d'entrée de jeu, je dois vous avouer que j'ai ressenti un certain vertige à l'idée d'apporter ma modeste contribution, au nom du Mouvement national des Québécoises et des Québécois, à l'hommage rendu aujourd'hui à ce grand homme que fut Bernard Landry. En effet, parmi l'avalanche de nobles déclarations, de témoignages d'amitié, voire d'amour auxquels on a assisté depuis le décès de ce grand patriote, comment se distinguer? Que dire de plus et mieux qui n'a pas déjà été dit 100 fois? Un premier réflexe, instinctif, comportant un peu de risque parce que plutôt classique, serait d'y aller de quelques anecdotes personnelles, mais qui mettent en scène, bien évidemment, M. Landry. Car, tout comme fort probablement chacune et chacun d'entre vous, j'ai eu le bonheur et le privilège de le rencontrer, de collaborer, de travailler avec lui. Par exemple, lors de rallyes politiques au cours des années 90, où ses discours enflammés qui dépassaient l'heure et livrés sans aucune feuille impressionnaient grandement l'enfant que j'étais.
Ou encore, lors de la fameuse saison des idées, lorsqu'il était chef du Parti québécois, entre 2003 et 2005, une saison qui s'est conclue par l'élaboration de ce qui fut peut-être le seul véritable programme de pays qu'a proposé le Parti québécois au cours de son histoire. D'un autre côté, comment procéder à un tel hommage? D'un autre côté, comment, dans un tel hommage, peut-on passer sous silence son parcours de grand mandarin de l'État? Car à titre de ministre des Affaires internationales ou des Finances, de ministre du Développement économique ou de l'Innovation, M. Landry a non seulement contribué à la construction de l'État québécois dans la foulée de la Révolution tranquille, mais il a aussi contribué à projeter le Québec dans le 21e siècle. La Cité du multimédia, qu'il a tout simplement créée de toutes pièces et qui est aujourd'hui un véritable pilier de la nouvelle économie québécoise, en est un exemple concret. De même, le portrait serait plutôt incomplet si je passais sous silence sa vie de militant, qui a fondé plusieurs organismes de la société civile, ou encore son métier d'avocat, qui s'est consacré aux plus nobles causes qui soient.